tous, bienvenue à cette nouvelle édition de Faha tout de Top. Donc aujourd'hui nous recevons avec beaucoup de plaisir Mere Fèvre, Yorana Mere. Yorana Mwitei. Alors, tu vas nous parler un peu de toi, de ton histoire, de ce qui te relie à notre commune de Faha. Et puis progressivement on va en venir à ce que tu fais aujourd'hui, ce qui t'anime, ce qui constitue aujourd'hui le cœur, on va dire, de ton activité de citoyenne, à savoir donc, le self-défense. Mais avant d'en arriver là, raconte-nous un peu Mere Fèvre, ses origines et son lien avec Faha. Alors, mes origines, j'ai toujours vécu à Faha. J'ai vécu et grandi dans le quartier de Pamatei, Loso Credo. Après, on va dire dans mon adolescence, on a déménagé, on a eu un terrain familial à Tavararo et jusqu'à maintenant je suis à Tavararo. Voilà, donc je suis de Faha à 100%. Cœur de Faha. Au cœur même de Faha. Et comment est-ce que se passe l'enfance, l'adolescence de Mere Fèvre à Faha? Alors, une grande famille, j'en connais une partie, je connais bien certains de tes oncles, de tes frères, un lien avec les marquises très fort, raconte-nous ça un peu. Alors, mon papa est Fèvre, on va dire français, on est tous français, mais bon, c'est une façon de parler, demi-français du côté de mon grand-père, etc. Et tahitien du côté de ma grand-mère, Taisho. Non, pas Taisho, Teouna. Ma grand-mère ma maman est marquisienne et vient de Tahuata. Donc ils se sont rencontrés, se sont aimés passionnément et ont eu 4 enfants. Et moi je suis la dernière. J'ai 2 frères, Mako et Ono, et une grande sœur, Heitini. Donc moi je suis Mere, la dernière. J'ai été choyée, chouchoutée et j'ai eu une très très belle enfance. Voilà. Tu es allée à l'école, au collège? Oui, je suis allée à l'école. J'étais à la maternelle de Tamanui, après juste à côté, Paoufé, et pas loin aussi, au niveau du lycée Gauguin. Et j'ai fait mes études supérieures, j'ai fait un BTS commercial à Taoné. Voilà. Et après, je me suis lancée dans la vie active. Et alors, la vie active de Mere Fèvre, ça consiste en quoi? Alors, c'est beaucoup, on va dire, dès le départ, on va dire une envie de faire autre chose. Je suis quelqu'un qui a besoin d'activités, de s'accomplir, de faire des actions qui puissent m'épanouir. Donc, j'ai déjà commencé, on va dire, dès que je suis sortie de BTS, j'ai créé mon entreprise qui, au fur et à mesure, je suis restée dans ce domaine d'être patentée. J'ai commencé par la vente de produits divers, etc. Et maintenant, je suis prestataire de services. Mais j'ai toujours été patentée. On ne peut pas dire que ça a été toujours rose. J'ai eu des phases très très dures. Et heureusement que je suis bien entourée. Donc j'ai toujours eu le soutien de ma famille. Donc dans les phases difficiles, j'ai toujours pu compter sur eux. Et bon, maintenant, je commence on va dire, à trouver une stabilité. Mais c'est très très dur. Mais ça a toujours été mon objectif d'être, on va dire, de faire autre chose que d'être dans un bureau, etc. Alors quelles sont les satisfactions et puis aussi un peu les responsabilités quand on n'est pas salarié, quand on est porteur de sa propre entreprise, on va dire, de ses revenus? On va dire, c'était avant tout des convictions. C'est-à-dire qu'on ne peut penser à s'en sortir ou à développer ce pays quand on est en mesure aussi soit de s'accomplir, quel que soit, on va dire, le métier que l'on choisit. Si on choisit de faire un métier et juste pour, on va dire, subvenir à ses besoins sans chercher à aller plus loin ou ne serait-ce chercher à accomplir bien comme il faut les tâches qui nous sont incombées. On ne peut pas penser à améliorer, on va dire, la situation de notre pays. Moi, j'ai toujours été convaincue que pour s'en sortir, il faut se baser sur l'initiative privée et particulièrement sur notre capacité à nous d'être créatifs et à savoir mettre en valeur nos spécificités. Donc c'est pour ça que je suis quelqu'un qui a toujours été, pas innovateur, mais toujours cherché à améliorer les choses. Que ça soit dans ma formation BTS, tous les projets que j'ai mis en place étaient toujours innovateurs. Donc pour moi, ça coulait de source, qu'il fallait que je sois patentée. Donc j'ai cherché à savoir quelles étaient mes forces et qu'est-ce que je pouvais apporter de plus. Donc quand je suis sortie de mon BTS, j'avais pas beaucoup de moyens. Donc j'ai vendu, on va dire, mes facultés à entreprendre.
Ça a été d'abord de la formation. Par la suite, quand j'ai pu rassembler un budget adéquat et réunir autour de moi des personnes qui étaient prêtes aussi à s'investir dans une aventure économique, je suis devenue négociante pendant plusieurs années. Et là, c'était une implication qui était, on va dire, très lourde. Parce qu'il a fallu, négociante, c'est dans la vente de produits. Hein. Donc il a fallu démarcher, entreprendre des relations extérieures avec des entreprises extérieures, parfois apprendre à communiquer en anglais, faire des lettres, etc. Tout cet apprentissage, il s'est fait sur le tas. Donc ce sont des choses il faut avoir une certaine mentalité. Il faut avoir un certain tempérament. Et particulièrement quand derrière, on n'a pas forcément les moyens financiers. Mais bon, après, ça ne dépend que de chacun. Voilà. Et moi, c'est ce qui me motive. C'est toujours essayer de voir quelque chose pour améliorer. C'est vrai que parfois, on est démotivé. Parfois, on a des choses qui arrivent, qui nous déstabilisent, ou on a des périodes difficiles. Mais ça fait partie aussi de la formation. Quand on arrive à dépasser ces épreuves, on ne peut sortir que plus enrichi de toute cette expérience. D'accord. Et aujourd'hui, donc, c'est un choix de vie, choix d'activité que tu ne Voilà, regrettes pas c'est un du choix de vie, c'est un choix d'activité. Et je suis en perpétuelle, on va dire, évolution. On peut pas, quand on choisit cette voie-là, on ne peut pas rester sur des choses qui sont fixes. Il faut apprendre à s'adapter et à évoluer au fur et à mesure. Parce que le monde qui nous entoure évolue très vite. Voilà. Donc ceux qui se contentent, on va dire, de rester dans une position, après, à terme, vont disparaître. Hélas, mais c'est comme ça aussi. Alors, évoluer, s'adapter en permanence, on va forcément arriver donc l'autre pan de tes activités, l'autre pan de ta vie, à savoir le self-défense, les arts martiaux. Raconte-nous comment est-ce que tu arrives aux arts martiaux. Est-ce que c'est une culture familiale? Est-ce que dans ta famille, il y a toujours eu des arts martiaux? J'ai fait un peu de boxe avec ton frangin, mais on ne faisait pas d'arts martiaux avec lui. Comment est-ce que les arts martiaux arrivent dans la vie de Mérefèvre? Alors, je n'irai pas à dire que en fait, les arts martiaux, c'est une culture familiale. Hein. S'il fallait parler de culture familiale, je dirais plus que c'est musical. Alors, c'était par accident. Hein. Par accident, je pense que si j'aurais pu éviter, j'aurais voulu éviter. Hein. C'est, on va dire, un vol, une dégradation qui s'est faite chez nous. On a eu un vol et juste après avoir perdu mon papa. Hein. Je suis la dernière, donc c'est moi qui m'occupe de ma maman. Hein. Mes sœurs et ma sœur et mes frères ont leur vie, hein, donc ne sont plus dans la maison familiale. Hein. Je suis seule avec ma maman, donc c'était pas longtemps après avoir perdu mon papa. Donc on a eu on va dire un choc émotionnel, un choc... Parce que jusqu'à maintenant, à FAA, on n'a jamais eu de vol. Bon, c'est peut-être, on va dire, parler de l'ancien temps, mais je reviens sur ça. On a toujours vécu les portes grandes ouvertes, hein, depuis qu'on était au Los Credo, etc. Pourtant, ce n'est pas des quartiers high class. On a toujours vécu comme ça. On va au magasin, la maison elle reste ouverte. Pendant des années, on a vécu comme ça. On était à Tavararo, ça a été comme ça aussi. Jusqu'à un moment donné où, pendant un week-end, où on a dû partir chez ma sœur à Wahine. Quand on est revenu, on a eu un choc. C'est-à-dire que toute la maison a été dévastée. On a volé chez nous, etc. Tout a été dégradé. Non seulement on a été volé, ça a été dévasté, mais en plus, il y a eu, on va dire, cette intrusion dans notre intimité parce que les personnes qui ont fait ça ont en plus mis du caca sur les murs, etc. Pour moi, c'était trop. Voilà. C'est vraiment, c'est vicieux, quoi, on va dire ça comme ça. Donc pour nous, ça a été comme un réveil brutal, c'est-à-dire une prise de conscience de l'évolution, pas forcément positive de ce qui se passait. Qui pourtant, pour nous, c'est un quartier familial, hein, on se connaît plus ou moins tout le monde. Hein. Donc, même en se croyant en sécurité, chez nous, dans notre maison, dans notre quartier, dans notre commune, etc., eh bien, ça a été vraiment une désillusion. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention maintenant, qu'on n'est plus en sécurité, et même chez soi. Donc, j'avais plus ou moins, on va dire, la responsabilité de ma maman. Et j'ai commencé les arts martiaux par accident. J'avais bien une trentaine passée hein, quand j'ai commencé, hein, parce que les arts martiaux, on les commence jeunes. Hein. Moi, j'ai commencé à plus de 30 ans. Et en plus de ça, j'avais un petit embonpoint.
j'étais obèse. Quand j'ai commencé les arts martiaux, j'étais à plus de 105 kilos, alors que je pesais 140 kilos. J'ai commencé les arts martiaux comme ça, j'ai cherché un club. C'était pas évident. Donc je suis allée sur le premier club que j'ai trouvé et c'était celui tenu par Jean-Fred Pombrun. Alors le premier cours, je suis allée, j'ai fait le cours et quand je suis sortie du cours, je me suis dit je ne vais plus jamais revenir. Plus jamais, plus jamais. Et ça fait plus de 15 ans que je suis dedans. Voilà. Pourquoi plus jamais je reviendrai? Écoute, déjà le cours en lui-même, au niveau physique, pour moi c'était un challenge. Voilà, un choc, encore un choc. Surtout avec Jean-Fred, pour ceux qui le connaissent. Après, il faut dire que c'est un apprentissage de base et on a abordé aussi les chutes. Les chutes, c'est spécial, hein? Il y a toute cette appréhension de la chute. Moi, je ne suis pas du tout... En primaire, je ne faisais jamais les roulades. Et là, c'était peut-être pour me tester, hein? On m'a demandé de faire une roulade debout. Alors, Premier cours, voilà. Mais je pense que c'était pour me tester. Hein. Il m'aurait arrêté s'il voyait vraiment que je ne voulais pas y aller, etc. Mais je pense qu'il a dû se rendre compte cette fois où il m'a vu qu'il avait quelqu'un de particulier. J'y suis allée, j'ai reçu le choc en pleine tête. Et quand je suis sortie, je me suis dit c'est pas possible, je pourrais pas tenir. Mais je ne sais pas pourquoi, et c'est justement un des mystères quand on pratique les arts martiaux, c'est que soit on a le déclic ou soit on ne l'a pas. Il y aura cette petite flamme qui va faire qu'on va revenir et qu'on va s'intéresser un peu plus, et à chaque fois un peu plus, pour se rendre compte qu'en fait, quand on a peut-être atteint un stade qui soit ceinture noire ou quoi que ce soit, quand on a vraiment, on va dire, assimilé ou ne serait-ce retenir, la principale leçon, c'est qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Voilà. Même quand on arrive, comme je dis, à un degré de technicité, etc., on a toujours quelque chose à apprendre. Ne serait-ce qu'au niveau technique, ou si ce n'est pas au niveau technique, c'est au moins au niveau humain et émotionnel. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis encore là. Et quelque part, c'est un peu tu as fait d'un négatif à positif. Grâce à ces voleurs, ben maintenant, tu as trouvé une passion. Tu enseignes et tu fais des femmes et des familles plus avisées aussi. Voilà, si tu veux. Mais je ne dirais pas grâce. C'est grâce, on va dire, à mon tempérament que j'ai pu dépasser ces épreuves. Ce qui se passe après, on va dire, de façon dans ton environnement, hein, c'est pas grâce à eux, c'est grâce à ce que tu as reçu, que ce soit de par tes parents, ton éducation, ton expérience personnelle. Hein. C'est grâce à cette faculté que tu auras à prendre le meilleur que tu pourras t'en sortir. Voilà. Alors donc découverte un peu brutale des arts martiaux, une arrivée suite à un choc, une initiation rude, corsée. Voilà, corsée. Mais et quand même tu persistes et ton apprentissage, on va dire, des arts martiaux jusqu'à arriver à un degré de confiance, va s'écouler combien de temps? Oh là là, on va dire une bonne dizaine d'années. Entre-temps, j'ai abordé plusieurs disciplines. Il a fallu faire... je dis, la confiance, elle vient au fur et à mesure. Au fur et à mesure que parfois on passe des grades, au fur et à mesure qu'on nous demande un exercice et qu'on arrive à le réaliser. C'est au fur et à mesure qu'on arrive à consolider cette confiance. Et pour ma part, cette confiance qui est devenue après une passion, etc., qui est devenue un moteur plutôt, est devenue une passion. Et cette passion est devenue après presque un sacerdoce. C'est-à-dire que j'ai envie maintenant de partager ce que j'ai appris. Mais à mon niveau, en reconnaissant que j'ai encore énormément de choses. Mais comme j'ai dit, si on arrive à faire partager on va dire, la chose la plus simple, c'est déjà un bon point. C'est pas arriver à un niveau pour montrer sa supériorité. Non, c'est arriver à un niveau pour pouvoir simplifier les choses et pour pouvoir le faire partager à quelqu'un justement qui n'y connaît rien. Et c'est ça pour moi le point fort. Et c'est ça pour moi l'accomplissement. C'est pas avoir un niveau pour pouvoir dominer. Ça ne m'intéresse pas. C'est avoir un niveau pour pouvoir partager.
Et au départ, donc c'est une entrée dans les arts martiaux personnels, une initiative personnelle. Est-ce que dès le départ, tu as dans l'idée de partager le savoir que tu vas acquérir à un moment ou à un autre, ou est-ce que c'est venu en cours de route? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, il faut que je transmette ça, il faut que je partage? Comment ça s'est passé? Alors, le savoir, cette envie de partager, elle a toujours été là, parce que j'ai été éduquée comme ça. C'est-à-dire que ma maman, c'est des choses très simples. Ma maman, mon papa, etc. sont des gens très généreux. Et ils nous ont inculqué, ils nous ont appris. Pas appris, j'ai presque l'impression que ça a toujours été en nous. Et on va dire, cette façon d'être, cette façon de vivre, cette façon de voir les choses, après, c'est retranscrit dans mon expérience et particulièrement dans mes passions. Mais pour en revenir, on va dire, à ce domaine particulier des arts martiaux, il faut d'abord peut-être prendre conscience qu'on a quelque chose à partager. Et ça ne peut pas se faire au tout début, parce que nous-mêmes, on apprend. Nous-mêmes, on emmagasine des informations. Et il faut avoir, on va dire, une expérience sur quelques années et encore peut-être être poussé par certaines choses pour se rendre compte que ce petit, on va dire, ce petit savoir que l'on a peut servir à quelqu'un. Peut servir à quelqu'un qui n'a même pas, on va dire, cette notion d'arts martiaux, cette notion de défense, ou ne serait-ce, n'a même pas cette idée qu'il peut se défendre. Voilà. Donc, il faut avoir d'abord soi-même cette conscience de ce que l'on a, pour pouvoir après se donner, on va dire, ce droit, entre guillemets, ou cette opportunité de pouvoir partager. Et ça il faut construire d'abord son expérience. Parce que je connais beaucoup de personnes qui se reconnaissent pas, enfin, et qui ne reconnaissent pas, on va dire, leurs valeurs. Et qui pour eux, ce qui nous paraît, on va dire, formidable, etc., hein, quelle que soit l'expérience qu'ils ont, hein, qui pour eux, c'est rien. Donc, ils se donnent même pas ce droit, ou ils se reconnaissent pas, pour pouvoir après se dire, ben oui, c'est vrai que ce que j'ai, c'est beau, ce que j'ai, c'est formidable, ce que j'ai, ça peut peut-être servir à quelqu'un d'autre. Donc, je peux partager, donc je peux te donner, tu vois, mais en face, il faut aussi accepter. Et il faut aussi reconnaître la personne et il faut reconnaître la valeur de ce qui va être donné. Parce que ce que je regrette, on va dire, aujourd'hui, c'est que ce qui est donné n'a pas de valeur. Ce qui prend de la valeur, c'est ce qui est chiffré, hélas. Et c'est ce que je trouve dommage, parce que moi, on m'a inculqué, on va dire, cette faculté de donner juste pour donner, sans attendre de recevoir quelque chose en retour. Et c'est ce qui se perd. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es à la tête d'une école de self-défense, si j'ai bien compris. Ça s'organise comment, une école de self-défense? C'est une association, c'est un lieu, c'est des animateurs, des formateurs? Comment ça se crée tout ça? Alors, on va dire, une école, enfin pour parler de notre club, c'est avant tout, il faut à la base des gens passionnés. Hein? Que ça soit de manière officielle ou officieuse, etc. Ce sont des gens passionnés et surtout une personne. Je suis pour, on va dire, en ce qui concerne notre club, je suis pour pas qu'il y ait juste une tête. Une tête, à partir du moment après où elle est coupée, il n'y a plus rien qui fonctionne. Okay? On ne peut pas aussi fonctionner avec plusieurs têtes. Je suis pour, on va dire, une façon de diriger, de gouverner ou d'entreprendre qui doit être en collaboration et en partenariat. Donc, pour notre club, c'est avant tout une association, hein, pour être très terre à terre. C'est une association, c'est un travail avec la commune dans laquelle on est impliqué. J'aurais voulu être impliquée très particulièrement dans la commune de Fa'a, mais bon, ça n'a pas pu se faire. Actuellement, on est Supiré. C'est pas grave, on n'est pas exclusif. On est Supiré, donc c'est un travail avec la commune. On a la chance, on va dire, de bénéficier d'infrastructures. À partir de là, ça enlève beaucoup de charges. Donc, à notre niveau,
c'est une possibilité aussi de ne pas répercuter sur les cotisations. Donc, de permettre à beaucoup plus de personnes d'entrer dans le club. Après, on a un bureau. Je suis la présidente et je suis aussi l'instructrice principale du club. Mais on va dire ma politique est de déléguer. Pas simplement déléguer pour me soulager, non, déléguer pour former. Déléguer pour que, je veux dire, il y ait un groupe qui soit autonome. Que chaque personne, suivant sa spécificité, soit en mesure de s'exprimer et d'accomplir des choses suivant sa spécificité. Donc, au niveau de l'association, donc, il y a des rôles qui sont délégués à chacun et chacun assume son rôle, quel qu'il soit, que ce soit le vice-président, la trésorière, la secrétaire, etc. Après, il y aura forcément une tête qui va donner le cap. À partir de ce cap qui va être fixé, en collaboration avec tout le monde, parce qu'il n'y a que comme ça que les choses vont être entreprises et menées à bien. Il faut avoir l'aval de chacun. Après, bon, il y a différentes manières d'avoir l'aval de chacun. Moi, je ne force jamais, mais je conseille fortement. C'est subtil, c'est subtil. Aujourd'hui, combien d'adhérents Alors, on tourne autour de 30 à 40 adhérents. Hein? Il faut dire adhérents ou adhérentes? Est-ce qu'il y a que des femmes? Non. Ou est-ce qu'il y a des femmes et des hommes? On va dire c'est mixte. Mais c'est sûr que par rapport aux hommes, c'est plus difficile d'arriver dans un club où la femme est instructrice. Mais il y en a. Voilà. Tu penses que ça, c'est une réalité encore aujourd'hui? C'est une réalité. Il y en a que ça bloque. Ils sont surpris la première fois. Ils disent, ah, mais il est où l'instructeur? Ils voient mes FM, il y a un bug. Et en plus, je ne suis pas très grande. Oui, tout à fait. C'est un fait et il faut le reconnaître. Les arts martiaux, quand j'ai commencé et jusqu'à maintenant, mais ça tend à changer parce qu'il y a une prise de conscience, on va dire, du potentiel que représentent les femmes, avant tout. Parce que c'est un potentiel financier. Et c'est un marché économique aussi. Et c'est devenu un public. Mais quand j'ai commencé, voilà, je suis arrivée et la plupart, ce sont des hommes. Et quand on entre dans un club, quand on n'a jamais eu de passé martial ou de sport de combat, etc., il faut s'accrocher quand on est une femme. Voilà. Et aussi par rapport aux instructeurs. Les instructeurs ont une façon de penser qui est la leur, c'est-à-dire en tant qu'homme. Et se mettre dans la peau d'une femme quand on est un homme, c'est spécial. Voilà. Donc c'est une autre pédagogie, c'est une autre façon de voir les choses, c'est une autre façon qui est plus émotive. Et le côté émotif est mis de côté. C'est l'application technique qui est, on va dire, qui est primordiale. Après, le côté émotif, ça, on va dire, c'est presque un frein dans un apprentissage. Alors que c'est ce qui fait la spécificité des femmes aussi. C'est ce côté émotif. Donc, moi, je suis arrivée, j'ai appris dans un milieu d'hommes. Et parfois, on va dire, justement, ce ravin un petit peu entre cette perception des choses faisait que certaines techniques qu'ils me montraient, qui pour eux étaient tellement évidentes et tellement faciles à appliquer, moi, je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas, c'est pas parce que j'étais nulle ou quoi que ce soit, c'est parce que ce n'était pas adapté. Après, il a fallu en fait que dans leur démarche d'instructeur, ils fassent, on va dire, ils prennent, on va dire, qu'ils fassent cet effort de comprendre. Et certains ont adapté, et certains ont compris. Mais ça, c'était il y a quelques années, hein, mais maintenant les choses évoluent. Et ça a beaucoup évolué, particulièrement à cause de la self-défense. Voilà, et particulièrement à cause du Krav Maga. J'ai une formation Krav Maga aussi. Alors c'était justement ma prochaine question. Dans votre association, aujourd'hui, il y a un panel d'arts martiaux qui existe sur le territoire, du jiu-jitsu, karaté, taekwondo, aikido, kwankido. Énorme. Il y a un peu de tout, hein. Il y a du Krav Maga, j'ai vu qu'il y avait des stages de Systema.
Ce que vous enseignez, vous, c'est une école particulière, c'est un art martial particulier, ou est-ce que vous faites un peu un best-of? Est-ce que ce qui vous intéresse, c'est ce qui marche indépendamment de l'art martial d'origine? Alors, on va dire officiellement. Ok, officiellement, j'enseigne le Penchak Silat de l'école Charles Jousseau. Alors le Penchak Silat, juste en 3 mots, c'est quelle origine et quelle est la philosophie Alors, le Penchak Silat est d'origine indonésienne, hein. La philosophie, c'est défendre sa famille, défendre sa nation et une implication très forte dans la culture de son pays. Après, on va dire, pour moi, ça a été un aboutissement, hein, d'arriver au Penchak Silat. Je n'ai pas commencé par le Penchak Silat. J'ai commencé par le taekwondo, par le hapkido, j'ai fait du kali. Et on va dire, ce qui a été déterminant, c'est quand j'ai fait du Krav Maga avec Teta. Hein. Le Krav Maga, c'est israélien, ça. Voilà, d'origine israélienne. Hein. Maintenant, ce que j'enseigne dans mon club, on va dire, c'est tout ce que j'ai assimilé. Moi, en tant que mérée, moi, en tant que femme et en tant qu'instructrice, c'est un peu un mix de tout ça. Mais en ayant, on va dire, une base technique qui sera fondée sur une discipline. Le Penchak Silat. Le Penchak Silat. Pourquoi le Voilà. Penchak Silat? Alors, Pourquoi pas Krav Maga tout court? voilà. Alors, le Krav Maga, moi, je l'ai appris avec un instructeur de presque 130 kilos, bien musclé, etc. On parle de Teta là? On parle de Teta. 110 kilos. Ah, en ce temps-là, il a maigri, il a maigri. En ce temps-là, il était jeune. Non, non, on va couper tout ça. Alors, pour ceux qui connaissent le Krav Maga, les entrées sont directes. Voilà. Alors, Teta, on va dire, sa particularité, c'est malgré, on va dire, cette corpulence qu'il a, il a une fluidité, une explosivité qui est extraordinaire. Et une faculté à se déplacer. Hein. Mais ce qu'il faut aussi tenir compte, c'est que quand on travaillait en Krav Maga, on avait un déplacement en déséquilibre, c'est-à-dire c'était un transfert de ta masse. Teta, il fait un déplacement en déséquilibre, il va te projeter 3 ou 4 personnes d'affilée. Okay. Maintenant, quand on pèse 65 kilos et qu'on ne maîtrise pas, on va dire, cette façon de déplacer, on te dit rentre direct dans l'action, on n'a pas forcément le même résultat. Okay. Moi, j'ai énormément apprécié cet apprentissage que j'ai eu avec Teta. Il m'a apporté une autre vision de l'application martiale. J'ai eu un apprentissage qui était très traditionnel. Un apprentissage par le taekwondo où tu apprenais les pumsé, etc. On a abordé la self-défense avec Jean-Fred, hein. Mais Teta, il a apporté une dimension, on va dire, autre. C'était en fait la gestion du stress, la gestion de tes émotions. Le travail, on va dire, dans une situation où tu es complètement désarmé physiquement, complètement à bout, où on te pousse à bout. Et tu dois continuer. Tu vois, on te pousse dans tes derniers retranchements. Lui, il m'a apporté ce côté-là. Après, on va dire que ce n'était pas forcément ce qui m'allait au niveau application technique. Le fait de rentrer direct, ce n'est pas forcément ce qui m'allait. Donc, j'ai abordé, on va dire, quand j'ai commencé à connaître le Penchak Silat, c'est qu'en fait, on travaillait plus sur le désaxage. C'est-à-dire qu'on ne va pas, les déplacements ne sont pas en rectiligne, mais plus en diagonale. C'est qu'on n'attend pas que la personne rentre sur soi, ou on ne rentre pas dans la personne, on va dévier. C'est-à-dire, et ça, en fait, c'est logique. Quelqu'un, un train qui vient sur toi ou quelque chose qui vient sur toi, il suffit parfois d'un déplacement ou d'une petite rotation pour éviter le danger ou pour travailler sous un autre angle. Donc, c'est ça que m'a apporté le Penchak Silat. Et c'est ce qui me convient le mieux. Voilà. Et tu penses que c'est un art martial particulièrement adapté aux femmes? Je pense que c'est ce qui m'a, on va dire, le plus plu. Maintenant, ce qui est adapté aux femmes, tout dépend des femmes. Tout dépend des personnalités de chacune. Certaines seront peut-être plus attirées par le Muay Thai ou par la boxe, peu importe. Après, il faut savoir, on va dire, dans quel cadre on se situe.
Si on se situe dans un cadre de self-défense, on va dire l'objectif de la self-défense, c'est de s'en sortir, quel que soit le moyen. Voilà, c'est l'efficacité, c'est te protéger, t'en sortir, quel que soit le moyen. Mais même dans ce concept-là, il faut savoir qu'il y a des degrés. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire s'en sortir? Ça veut peut-être dire aussi qu'à un moment donné, dans une discussion qui risque d'aboutir à en venir aux mains ou à une bagarre, que peut-être à un moment donné, il va falloir s'excuser. Peut-être à un moment donné, il va falloir baisser d'un ton au niveau de sa voix. Il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Et ça, c'est on va dire un aspect de la self-défense qui est aussi occulté. On a tendance à voir la self-défense comme juste frapper. Et moi, ce qui me consterne, c'est que quand on parle de self-défense, et particulièrement quand je vais parler aux femmes, etc., c'est qu'à chaque fois on me dit, oui, mais moi, je ne suis pas violente. Oui, mais moi, je n'aime pas la violence. Il ne faut pas confondre les choses. La violence vient de l'agression. Après, celui qui doit se défendre doit juste être conscient dans quelle mesure il peut appliquer et dans quelle mesure il peut et à quelle limite il ne devient pas l'agresseur. Et ça, c'est tout un travail pédagogique et tout un travail, on va dire, d'information, de prévention qui doit être entrepris par l'instructeur. Si ce travail n'est pas fait par l'instructeur, on sera toujours dans cette conception des choses. Voilà. Self-défense, combien d'adhérentes aujourd'hui? Donc on a vu une quarantaine, c'est ça? Voilà, une quarantaine. Quel constat tu fais par rapport à ces adhérentes? On va se concentrer sur les femmes. Est-ce qu'elles retirent de cet enseignement que vous prodiguez plus de confiance? Est-ce qu'elles viennent en situation d'inquiétude et elles repartent en situation d'inquiétude, ou est-ce qu'elles apprennent réellement à prendre confiance en elles? Alors, c'est difficile de répondre à cette question, hein, parce que en fait, c'est un aspect tellement vaste, ne serait-ce que, on va dire, s'adresser aux femmes dans cette conception des choses qui est la self-défense. Pourquoi, en fait, pas que j'hésite, c'est parce que le sujet est sensible aussi. Moi, en tant qu'instructrice, il a fallu que je m'adapte, que je me forme. Quand j'ai commencé mon enseignement, c'était très simple. Ah, dans telle situation, tu fais ça, une application technique. Ah, sur un étranglement, tu fais ceci et cela. Ça se limitait à ça. Jusqu'au jour où j'ai dû faire face à une femme qui, elle, m'a raconté en privé ce qu'elle vivait dans sa vie. Hein. Et c'était une femme battue. Donc là, moi, je me suis sentie, on va dire, désarmée. Et j'ai vu que j'étais limitée. Et que ce que j'apprenais n'était pas forcément adapté à elle. Et que ce n'était pas forcément la solution qui lui convenait. Donc il a fallu que moi, il y a beaucoup de moi là, qu'il a fallu que je cherche, on va dire, un complément dans ma formation. Et qu'il a fallu aussi que je reconnaisse mes limites. Et qu'il fallait que je dirige ces femmes vers peut-être des personnes qui seraient en mesure de leur apporter les solutions qu'elles attendaient. Et pendant cette période où ça a été une remise en question, je me suis mise à douter de ce que je faisais. Je me suis dit, à quoi ça sert? Ou vraiment, j'ai l'impression de faire des choses pour rien. Jusqu'au moment où cette femme, justement, qui m'avait parlé de ce qu'elle vivait, m'a dit, voilà, Myri, j'aimerais te remercier pour ce que tu fais. Et ça, c'était au cours, en fait, d'une opération qu'on a lancée déjà il y a quelques années, qui est Fight Like a Girl. C'est une journée d'initiation à la self-défense qui est gratuite. Hein, où elle m'a dit, je ne savais pas qu'on pouvait se défendre. Je ne savais même pas que
que vous existiez, qu'il y avait des femmes qui enseignaient la self-défense, ou que c'était même pas, on va dire, elle n'avait même pas conscience de ça. Et rien que le fait de savoir qu'on était en mesure de se défendre physiquement, parce que c'était le cas, qu'elles étaient en mesure aussi de voir d'autres femmes qui apprenaient la self-défense. Et rien que ça l'a réconfortait. Et rien que ça lui donnait, on va dire, plus de force pour elle affronter sa situation privée. Maintenant, comme je l'ai dit, ce n'est pas la solution. C'est tout un ensemble de solutions. Moi, ça m'a permis, en fait, d'approfondir les choses et de travailler d'une autre manière. Voilà. J'ai fait appel, on va dire, à plusieurs... à chaque fois que je fais des manifestations, j'envoie toujours des demandes d'information ou des demandes de partenariat avec les associations qui s'occupent autrement de ces cas particuliers. Mais jusqu'à maintenant, c'est difficile. C'est difficile on va dire, de réunir autour de ce que l'on fait. Parce que, comme je l'ai dit, on véhicule une image qui est jusqu'à maintenant trop négative. Alors que pour moi, la self-défense, c'est avant tout un droit. C'est un droit que l'on a. Personne n'est en mesure de venir vous agresser. Et après, au niveau des femmes, ce droit doit commencer dans la tête. Je parle des femmes parce que c'est très très difficile pour elles. Savoir qu'elles ont le droit de se défendre. Qu'elles se mettent déjà dans la tête, mais j'ai ce droit, mais il n'a pas le droit de me faire mal, ou elle n'a pas le droit. Déjà ça, c'est un pas. À partir de ce premier pas, c'est toute cette prise de conscience de qu'est-ce que je peux faire, ou comment je peux me protéger. Donc c'est un travail qui est très très long, qui est très très lourd, et ce n'est pas un travail que nous seuls on peut mener. Mais par contre, on va dire que malgré tout ça, malgré, on va dire, tous ces freins ou toutes ces non-réponses à nos invitations, on continue. Et d'ailleurs, cette année, on continue encore. L'année dernière, on a été marrainés par Anne-Caroline Graff pour l'action que je lance le 25 novembre, qui est la journée mondiale de lutte contre toutes les violences faites aux femmes. Cette année, on a changé, c'est-à-dire que notre marraine, c'est Nathalie Salmon-Oudry. Alors pourquoi, on va dire, on l'a choisie elle? Parce qu'au-delà, on va dire, de tout cet aspect physique, pour moi, c'est la détermination qui est primordiale. C'est cette détermination que l'on a, c'est cette détermination qu'on va mettre en avant pour accomplir certaines choses ou pour se donner le droit, on va dire, d'aller plus loin et de dépasser les épreuves. Et pour nous, Nathalie Salmon-Oudry, c'est vraiment l'exemple. C'est un exemple même de détermination. Alors Mérée, on arrive un peu au terme de notre rencontre. On a appris beaucoup de choses, je pense, sur le self-défense et puis sur la psychologie, au-delà du simple aspect physique de l'art martial et du self-défense. On a vu ces derniers temps des manifestations de violence un peu dans les îles, sur Tahiti. Est-ce que tu penses, et ça va être un peu ma question de conclusion, est-ce que tu penses que les arts martiaux sont un moyen de canaliser cette violence? Est-ce que la pratique des arts martiaux, pour certaines personnes, on peut avoir l'idée peut-être fausse que pratiquer un art martial, c'est encourager la violence. Est-ce que c'est pas plutôt l'inverse? Est-ce que pratiquer un art martial, c'est pas plutôt un moyen de canaliser cette violence? Alors, on va dire canaliser la violence, c'est une grande question. Comment on peut canaliser la violence? Et ça, c'est devenu, on va dire, un problème. Un problème avec tout ce qui s'est passé actuellement, etc. C'est un problème qui a existé depuis très 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 longtemps. C'est un problème qui a été latent. C'est un problème qui a plusieurs sources d'origine aussi. Et se limiter à dire que telle discipline ou telle activité ou telle chose pourrait éventuellement être la solution, c'est faux. Pour parler de manière générale, c'est une prise de conscience générale
qui doit être fait, et qui doit être faite, par nous tous, par chacun de nous, déjà, d'une part, par notre façon de percevoir les choses, par notre façon de se comporter avec tout à chacun. Et pour aller un peu plus loin, c'est une responsabilité des dirigeants aussi. Il y a énormément d'associations qui œuvrent à leur niveau pour apporter un peu plus de bien-être, quel que soit le domaine. Donc, c'est toutes ces associations où il y a des bénévoles. Je parle particulièrement des associations. Parce que s'impliquer dans une association quand on est un bénévole, parfois après, on a tendance à, on va dire, à être démotivé. Et quand on n'a en plus aucun soutien, on jette vite l'éponge. Je parle de bénévolat parce que c'est ce qui est à l'origine, la solidarité, le bénévolat, etc., l'entraide, hein? La vie en communauté, c'est à l'origine, c'est nous. C'est ce que nous sommes, nous les Tahitiens, dans notre culture, etc. Et on a perdu tous ces repères-là. À partir de cette perte de repères sur des, on va dire, des valeurs qui ne sont pas propres, qu'on nous a, on va dire, amenées, on a essayé de ne pas se perdre aussi. C'est peut-être un peu, on va dire, philosophique ce que je dis, mais c'est savoir aussi se dépasser soi et penser à l'autre, parce que l'autre, c'est nous aussi. Maintenant, pour en revenir, on va dire, au domaine des arts martiaux, comme j'ai dit, l'instructeur fait tout. S'il apprend juste des techniques, on ne peut pas parler de solution. Si c'est juste aborder la technique. Et parfois même, certains instructeurs apprennent des techniques pour une application, pour devenir le plus fort et que ça se sache en dehors. Ça, c'est très très mauvais. Apprendre les arts martiaux, c'est avant tout enseigner des valeurs. Et si on perd, on va dire, ce fil-là, si on n'a pas, on va dire, cet apprentissage des valeurs qu'on fait partager à nos élèves, la technique ne sert à rien. Et pourtant, on a bien vu, et ça devrait être des modèles, tous ces compétiteurs qui partent à l'étranger, etc., quelle que soit, on va dire, la discipline. Je ne vais pas discriminer une discipline par rapport à une autre. Après, tout dépend, on va dire, de la personne, c'est tout. Je suis pour toutes les disciplines, quelles qu'elles soient. Mais ce qui va faire la différence par rapport à une autre discipline, c'est les valeurs qu'on va inculquer à travers son enseignement, c'est tout. Quand on a au moins cette notion de respect, on respecte une autre discipline. On ne va pas aborder ou regarder une autre discipline en disant « c'est moi le plus fort, toi c'est nul ce que tu fais ». Si on a cet état d'esprit, jamais on va évoluer et jamais on va donner le bon exemple à nos jeunes. Que ça soit le sport, que ça soit, on va dire, la peinture, que ça soit la danse, etc. Tout est un moyen d'aider à canaliser cette violence. La violence, elle a toujours été là, depuis que l'homme a existé. Ça a toujours été là. Mais il faut lui donner un moyen de canaliser. Il faut lui donner un moyen aussi d'exprimer ou de faire sortir toute cette pression. S'il ne peut pas s'accomplir, s'il ne peut pas au moins, on va dire, être fier de lui, que ça soit homme ou femme, si on n'a pas cette estime de soi, si on ne nous donne pas cette opportunité d'avoir cette estime de soi, comment on peut après avoir le respect de l'autre? Enfin voilà. Bien, Mireille, je te remercie. On va rester sur cette discussion philosophique, mais très intéressante et je crois essentielle, hein, qui nous permet de comprendre que les arts martiaux, ce n'est pas simplement un apprentissage de technique, c'est avant tout une philosophie, une transmission de valeurs et qui doit se refléter ensuite à l'échelle de toute la société. Et on va retenir ton appel, hein, aux dirigeants de ne pas oublier la mise en valeur, le soutien au tissu associatif, notamment donc, de notre pays qui fait tant pour donner aux jeunes notamment, hein, la possibilité de s'épanouir ou d'exprimer un peu ce qu'ils ont parfois enfoui au fond d'eux-mêmes.
Maruru Mere. Maruru Aude.